YouTube, c'est la capsule, c'est l'actu locale. Voilà, on est le 26 novembre à l'heure où j'enregistre ça. Le chat, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois qui était incroyable et que je vais recommencer. Camini, on en parlera. C'est pas en premier, Camini. En premier, c'est la météo de Cola sur BFM Grand Lille. Et ça, c'est quelque chose. Rappelez-vous, la météo de Cola, c'est le mec qui présentait la météo et qui arrivait déguisé avec du PQ, qui était intankable. Bah là, on en a une autre. Un film sur 93, tic-tac, tic-tac. Attention, c'est parti, météo de Cola du jour. Nous sommes le 26 novembre, quelle est la météo dans le Nord? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Thomas, Ouais. aujourd'hui, mercredi, faut que tu trouves un... La météo de Cola, il présente toujours des météos complètement intankables. Et là, il a voulu chanter. Ça, c'est la météo de BFM Lille. Je ne rigole pas, c'est pas une parodie, c'est vraiment BFM Lille. Thomas, Ouais. aujourd'hui, mercredi, Est-ce que vous entendez le fameux Thomas qui est en régie, donc le sidekick rigolo? Vous entendez sa qualité sonore? Il est vraiment dans des chiottes. Ouais. aujourd'hui, mercredi, Ouais. faut que tu trouves un film. On est à la montagne. Bien joué, Mountain. Ça démarre pas à la montagne, hein. Ça démarre en Jamaïque. C'est inspiré d'une histoire vraie. Pirates des Caraïbes. Ah non, qu'est-ce que tu... Il faut trouver un film de la montagne qui démarre en Jamaïque, bah c'est Rasta Rocket. Tu fumes, Sanka. Je fume pas, j'expire. Alors, C'est un skateboard. normalement, c'est pas un skate. C'est un peu comme un gros tuyau ouvert. C'est une grosse luge, quoi. C'est une grosse luge où tu montes à 2-3. Bob Sled. Ouais. Et on vous C'est long, hein? Ça, c'est à la télé, hein. C'est à la télé. montre les coulisses en même temps de ce magnifique studio. Ah, bah, j'ai peut-être une petite idée, là. Balance man, cadence man, trace la glace. Ah, mais c'est les Rasta Balance man, cadence man. Rocket, ça. Yeah. Waouh. L'image est folle. 13,99 €. Mais c'est pas la thématique. Il y avait aussi comme indice cette chanson I Can See Clearly Now de Johnny Nash, reprise des années plus tard par Jimmy Cliff qui nous a quittés en ce début de semaine. Là, c'est Bern John, oui, un peu. Et la vidéo dure 4 minutes, on est à 1 minute, il a juste fait des blagues sur les Rastas. On est à un quart de la météo. Il a fait que des blagues sur les Rastas. Vraiment, Cola, il est en roue libre sur ses météos. Chanteur de reggae à l'âge de 81 ans, c'était l'occasion de lui rendre hommage. Et puis du cinéma encore et toujours dans un instant, puisqu'aujourd'hui c'est mercredi 26 novembre. Bonne fête. Ah, ça y est, il est redevenu raisonnable. Regardez-moi cette gueule de premier de la classe. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a des Delphines sur le chat? Si oui, bonne fête à vous. Delphine et bonne fête. Conrad, aujourd'hui c'est, Est-ce qu'il y a des Conrad sur le chat? Si oui, bonne fête à vous. avant même cette journée mondiale, la journée des aides-soignants. On pense à vous, bravo à vous. Est-ce qu'il y a des aides-soignants sur le chat? Ça, c'est possible pour le coup. Et c'est la journée mondiale sans achat aussi. Donc Est-ce qu'il y a des gens qui n'achètent pas sur le chat? On pense à vous. N'achetez rien sauf, bien sûr, un sub. Tout ça. top à la société de consommation. C'est arrivé un 26 novembre. 3 événements à retenir. En Ah. 1932, Madeleine Bress, née, vient au monde. C'est la première française à obtenir le diplôme de docteur J'adore sa coiffure. Je veux la même coiffure. C'est trop stylé. en médecine. En 1865, l'apparition d'Alice au Pays des Merveilles du Oh, c'est l'anniversaire d'Alice au Pays des Merveilles. Oh, c'est cool. Enfin, en 1965, Astérix est lancé dans l'espace. Astérix, Quoi? Comment ça? c'est le tout premier satellite français. Ah, j'ai cru qu'ils avaient balancé un album d'Astérix dans l'espace. Ils ont balancé tellement de conneries dans l'espace. Je serais pas étonné. Et le voici, le voilà. Et pour la petite histoire, des années plus tard, en 79, la fusée Ariane lancera son premier satellite à son tour. Et ce satellite s'appellera Obélix. Voilà pour les 3 infos à retenir. Ok. Allez, le C'est un peu marrant. mercredi Ah, la météo. On est à la moitié, c'est la météo. Enfin. sur nos 2 départements, le Nord et le Pas-de-Calais. Après une matinée plutôt calme, ensoleillée, sauf du côté de Maubeuge. Malheureusement, la grise Aïe, aïe, aïe. cet après-midi au sud de Oh non, il va faire gris. à Tourcoing avec un Oh non, il va faire gris à Lille. C'est dommage. régime d'averses à proximité du littoral, un ciel plus clément avec de belles éclaircies. Côté température, comptez au mieux cet après-midi 10 à Berck, 9 au Ah ouais, il va faire froid encore. à Calais, Oh, après 8 à Lille, ça a remonté un peu. 8 à Dunkerque, 8 à Lille, 6 à Douai, 5 à Maubeuge. C'est d'ailleurs la minimale de ce mercredi. Aujourd'hui, c'est la bascule. Pour ce qu'il nous reste de la semaine,
Malheureusement, profitez des éclaircies aujourd'hui parce que à partir de demain, la grisaille de retour. Aïe 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 Et aïe sans aïe doute aïe dimanche, aïe des aïe. températures autour des 10 degrés. Et puis aujourd'hui, mercredi, comme Après 10 degrés, c'est pas 5, tu vois. C'est déjà un peu moins pire. tous les mercredis, c'est sortie ciné avec Ah, l'affiche cette semaine. Vie privée, nouveau film de Rebecca Slotowski. ok. Affiche notamment Virginie Efira, Daniel Auteuil et Jodie Foster dans le rôle de Lillian Steiner, une psychiatre reconnue qui se retrouve sans nouvelles de l'une de ses patientes du jour au lendemain. Elle apprend alors qu'elle est décédée, mais se dit qu'elle a été assassinée. La psy qui décide de mener l'enquête. Extrait. C'est la 3e séance que vous avez raté sans prévenir, Paula. Je pense qu'elle était assassinée. Vous pouvez bien venir C'est tellement... Alors qu'en vrai, tu loupes une séance, ils te rayent juste et ils s'en foutent de ta gueule. Hein. d'hériter. C'est beaucoup d'argent. J'ai besoin que tu me crois. Moi aussi, j'ai envie de savoir. Quelqu'un a trafiqué ça. C'est son mari toujours qui récupérait les ordonnances. J'ai trouvé des choses compromettantes chez lui. Tu fais ces poubelles? C'est mon boulot. Vie privée à partir d'aujourd'hui au cinéma. Dites-nous tiens ce que vous faites ces jours-ci. Oh, les psychiatres qui vont... Vraiment Genre, les psychiatres, quand tu vas pas à leur rendez-vous, ils vont venir te pourchasser pour les gens qui t'es pas fait assassiner. La vérité, tu vas pas à leur rendez-vous, ils te rayent et c'est tout. Oh. Des photos, des vidéos de vos balades, de vos activités. N'hésitez pas et vous envoyez tout ça via WhatsApp au 0613 Quoi 04 680 On peut envoyer des dick pics à Cola? Faites pas ça. 13 ou par mail à cola@bfmlocal.fr. Excellente journée à tous. Et vous savez quoi? On pourrait faire un truc. Prenez une photo du stream et envoyez-le à Cola. On va le harceler. On est 80 là? On est combien? Non, on est... Oui, si, on est 80. C'est peut-être le moment. Elle payait à crédit. Cola plus collab. Après, moi, je rêverais de faire une météo de Cola avec Cola. Imaginez, moi dans la météo de Cola, qui vient faire des blagues sur les trains. Ce serait incroyable. Go pas le harceler, non mais pas le harceler, c'est pas vrai. 100% moyen de le faire venir sur le stream. Ah, je sais pas. Non mais le harcelez pas, je disais ça, c'est pas vrai. Techniquement faisable, Imo? Ah ouais? Vous pensez ce serait possible? Genre, je vais au locaux de BFM Lille, je sais où ils sont. Je dis bonjour. En fait, je vous explique. Je suis streameuse. Et en fait, je réacte à chaque fois à la météo de Cola. Du coup, je voudrais rencontrer Cola. Vous pensez ça passe? Ce serait huge. J'adore la météo. Bonjour, je suis fan de météo. Je peux passer dans la météo? Mais regardez cette... Mais attendez, mais... En rendez-vous, oui. Oh là 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 là. Chaud de WhatsApp, l'image. Envoyez vos photos vidéos, je sais pas. Passez à BFM, je sais pas trop. Faire venir ici, petite interview sur le stream, c'est grave possible. Ah ouais. Oh, mais Dolly, tu sais à quelle occasion j'aurais de faire venir Cola dans la météo de Cola? Imaginez. Moi, il y a que des gens prestigieux qui sont passés sur ma chaîne. Et au milieu, il y aura Cola de la météo de Cola. Pour relever un peu le niveau de tout ça. Avoir des gens sérieux. Donation Goal. Ah oui. Oh, Donation Goal, ce serait incroyable. En vrai, Donation Goal, c'est une vraie bonne idée. Mais toi, tu peux le noter sur le Discord? Attendez, il vient en skate. Mais attendez, celui de la semaine dernière, il était encore plus quelque chose, hein. Découvrez BFM Grand. Qu'est-ce que... Oh là là. C'est terrible, ça, ce que tu dis, Nafta. Attendez. Voilà. La semaine dernière, c'était ça, la météo. Maxime, Salut. est-ce que tu te souviens, c'est quand même le PQ, le déguisement le moins cher, et en même temps, c'est pas minimaliste. Est-ce que quand t'étais petit, t'as déjà fait ça? Ah bah oui, déguisé. Ça, c'était la météo de la semaine dernière. Il est arrivé enroulé de PQ parce que c'était la journée mondiale des toilettes. Il est incroyable, Cola. Il fait la météo de la fange pendant le Fange Event en légende. Oh, En momie. Alors, on va pas parler du retour de la momie dans un instant, même si on parlera sortie ciné, puisqu'aujourd'hui c'est mercredi. Vous voyez que, comme je vous donne, alors je vous rassure, on utilisera ce PQ à la rédaction d'ici ce soir. Le PQ, pourquoi
Bref, vous avez l'idée. Il est incroyable, Cola. J'ai trop envie de faire une collab avec Cola de la météo de Cola de BFM Lille. BFM Grand Lille, pardon. Grand Lille, Grand Lille. Quel personnage, exactement, Scorch. J'ai WhatsAppé l'image du stream. Oh merde. Vous pensez s'il y a 4 ou 5 personnes qui lui envoient des WhatsApp du stream, ça peut l'intéresser? Ça se trouve, il va le voir maintenant, il va débarquer maintenant sur le stream. Attendez, c'est terrible ça. J'ai la pression. Il faut que je présente bien pour Cola de la météo de Cola. Ah. C'est amazing si ça arrive. Ouais, mais s'il passe, il va pas dire coucou, c'est Cola de la météo de Cola. Cola, viens là. Ouais, non, mais je pense, en vrai, vous pensez que c'est quoi le mieux? C'est leur passer un coup de fil? Vlog Cola dans 5 minutes. Oh. Imaginez, il vient, il toque chez moi. Non. Alors, s'il toque chez moi, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais ce serait incroyable de faire un featuring avec. Bref. C'est à voir. Go tenter le call, go tenter d'aller le voir. Je le note de côté pour des trucs d'un côté. Est-ce que Medo ou Lou, vous pouvez l'écrire dans le Discord pour pas que je l'oublie dans Brainstorm, dans un truc comme ça? Hop là. Voilà. Ensuite, contexte sur Mail Pro, un truc du genre. Ouais, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Paf. Face à face avec les phoques de Berck-sur-Mer. Ah, ça, c'est 25 minutes, c'est peut-être un peu plus tard. On va rester. C'est des blagues de WhatsApp, ne spammez pas Cola. Oui, il y en a eu une. C'est drôle. En vrai. On va pas le harceler. Moi, je vais tenter de prendre un contact. Moi, je vais vous montrer ensuite... Ah tiens, un peu moins fun, tiens, on va redescendre un peu. L'État attaqué en justice sur les conditions de vie déplorables des migrants. Ah, c'est fun, ça. Attendez, tac, voilà, c'est mieux. Et ça, je vais plutôt le mettre comme ça, voilà. Voyons voir. Sous un déluge d'eau, des centaines... Ah, Loon Plage, est-ce que vous vous souvenez de Loon Plage? Loon Plage, on en a parlé il y a une semaine ou deux semaines, je crois. Loon Plage, on avait déjà vu un reportage où c'est sur cette plage-là, il y a des grands blocs de béton pour séparer les migrants des autres. Rap, gens qui vont aider, genre, c'est la meuf et les autres bénévoles. Bravo à eux. C'est bien. De tentes réservées aux femmes ne désemparent... La malaria, c'est pas la malaria. Ah non, c'est le choléra c'est le choléra qui arrive dans les trucs de... Elles sont obligées d'aller aux toilettes dans leur tente, dans une couche pour adultes. Ils n'ont pas répondu. Ben tiens, enculé. On va se remonter le moral. Ok, c'est un enfer. On garde un œil sur Loon Plage. Moi, mon but, de toute façon, dans ces lives-là, c'est de vous donner un aperçu un peu de plein de trucs dans le Nord. Vous avez un aperçu de la situation, de comment ça se fait. Donc, ça, c'est pour Loon Plage. C'est plus du côté de la mer. Un petit truc qui remonte le moral. Regardez, les petites cantines à Croix. Une association où on mange à prix libre. Ville de Croix, cette petite cantine... Croix, c'est dans la banlieue de Lille. ...n'a pignon sur rue depuis 7 ans maintenant. À l'intérieur, tout fonctionne en mode associatif. Ce sont les adhérents qui œuvrent en cuisine. Ah, regardez ça. Avec des petits vieux et des petites vieilles qui font la cuisine. C'est trop mignon. Si t'as besoin, bah tu peux ouvrir, tu fais comme chez toi. Sabine est retraitée. Aujourd'hui, pour elle, c'est une première. Je cuisine déjà pas mal à la maison, mais en étant seule, je cuisine moins. Croix, c'est Bourges, non? Ouais, un peu. Mais, c'est des vieux qui font la cuisine, c'est mignon, c'est tout. On se pose pas de questions. Je dois attendre pour faire des bons plats, quoi. Je connais pas encore ces dames, mais je pense que ça va être très agréable. Créer du lien, rompre l'isolement, c'est justement la vocation des petites cantines depuis leur création. Victime d'un AVC il y a quelques années, Roger vient chaque mardi en voisin. T'as trop de force. Avec gourmandise. Ouais, encore. Donc là, on veut vraiment les... C'est mignon. Moi, je peux pas faire les carottes, parce que je n'ai qu'une main. Alors vous... Oh, il est handicapé, il a qu'une seule main. Il est en mode, je peux pas faire les carottes, j'ai qu'une main. Ah, c'est trop mignon. On fait avec ce qu'on a. Au menu aujourd'hui, plusieurs gâteaux et une grande tartiflette que ses cuisiniers... Oh la giga tartiflette. Oh là là, mais Dolly, t'es encore là? Elle est pour toi, c'est la tartifloche là. Elle est pour toi. Merde, non.
Je viens de fermer Twitch chat. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pardon. Hop là, voilà, c'est bon. Et cuisinières dégusteront eux-mêmes Oh, avec des oignons rouges, incroyable. compagnie d'autres adhérents qui ont réservé leur couvert. Oh oui, 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 oui. Des menus carnés ou pas carnés sur un menu à entre 4 à 4,50 en coût matière, simplement le coût matière. On a décidé en fait aux petites cantines de pratiquer le prix libre puisqu'on ne veut pas que le prix soit une barrière à l'entrée. On ne cherche pas à gagner de l'argent. On cherche juste à avoir l'équilibre et pouvoir effectivement réinvestir lorsqu'on... Let's go. En clair, pour manger aux petites cantines, chaque adhérent paie ce qu'il veut. Même si un tarif d'équilibre, 14 Oh, en clair. Oh là là. € est indiqué pour couvrir toutes les charges. L'association a su trouver aussi d'autres revenus pour s'autofinancer. Après 14 €, je connais des restos qui te le font à moins cher en mode cantine. Prestations qu'on fait auprès des entreprises. Donc il y a des équipes qui viennent cuisiner. Mais attends, parce que 4 € de coût matière, 5 € de charge, 5 € de salaire. Déjà, charge, bon, c'est une chose. Et elle vient d'où leur matière? Parce que c'est pas de la récup, ça. 4 € de coût matière, c'est pas de la récup. Parce que moi, je me rappelle que j'étais à une asso qui s'appelait Efata. Est-ce que ça existe encore? Petit coup de projo, tiens, vous savez quoi? Efata à Fives. Est-ce que ça existe encore? Efata à Fives, ouais. Café solidaire. Moi, je taffais là-dedans. À une époque. Non, je veux pas. Non, laisse-moi tranquille. Ouais. 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 Ah, ça ressemble pas des masses. Ils ont changé le chart graphique. Efata. Ouais, article de la Voix du Nord, voyons voir. C'était Efata, c'était trop bien. Ouais, de fou, de fou. On avait déjà parlé, Jade. C'était comme ça qu'on s'est... C'est aussi de ça qu'on avait parlé quand on s'est rencontrés. Tu sais qu'ils achètent les ingrédients, c'est dans un endroit un peu bobo, mais l'idée est cool. Mais c'est con d'acheter les ingrédients, faut partir en récup. T'en as plein des trucs de récup pour des produits bruts. Oui, c'était là. La friperie d'Efata. Alors putain, ils ont pris la seule jeune d'Efata. Incroyable. Ouais, moi j'étais là-dedans et Efata, le repas, c'était 1 €. Pas de salaire, pas de charge, pas de rien. Elfata, non, c'est pas ça, pas ça. J'ai ken une meuf qui bossait là-bas en 2021. Peut-être c'était la meuf sur la photo, on sait pas. Parce que moi, quand j'étais, c'était beaucoup des vieux. Peut-être que c'est un prix qui prévoit les fois où les gens paieront moins pour équilibrer, genre... Je sais pas. Je pense que... Ils disent que oui, on essaie pas de se faire du bénéfice, etc. C'est... Attendez. Attendez. Je le connais, lui. Attendez. Il y en a un, je le connais. Lui, là, je le connais. Attendez, est-ce que je peux zoomer en... Comment je zoome dans le navigateur? Pas... Attendez. Je peux zoomer là. Lui, là. Attendez. Le mec, là, qui regarde vers la caméra. Lui, je le connais. Attendez. Mais c'est Stéphane? Je le connais de fou! C'est Stéphane! Oh, trop marrant. Oui, c'était Calvas, oui. C'est Stéphane. J'étais à la rue avec lui. Bref, j'aurais peut-être pas le doxer comme ça. On n'a rien vu. Mais oui, je le connais. Le fou allié. Non, c'est pas le fou allié. Arrêtez. Bref. Peu importe. Le soir et qui dînent tous ensemble. Ou alors ils viennent dans le cadre de leur journée RSE. Ils viennent cuisiner et ensuite ils vont... Ah, c'est ça. Ils visent pas les gars de la rue, ils visent les journées RSE. Journée RSE, c'est un truc qu'il y a dans certaines boîtes un peu capitalisme conscient, vaguement de gauche. C'est responsabilité sociale des entreprises. Avant, c'est responsabilité sociale et écologique, maintenant c'est juste responsabilité sociale des entreprises. C'est en gros, il y a 1 ou 2 journées par an où ils font des trucs vaguement sociaux pour faire crari, ils sont conscients, quoi. C'est ça.
Ok, c'est genre les afterwork, mais les afterwork éthiques, si vous voulez. C'est ça qu'ils visent. Ah, c'est tellement décevant. Avec leurs plats, faire des maraudes dans l'île pour distribuer les repas. Et pour nous, bah c'est pas greenwashing, c'est plus social washing. Ça a beaucoup de sens. L'association compte aujourd'hui 600 adhérents, mais cherche encore davantage de cuisiniers. Il faut aussi renouveler les bénévoles. D'où le 14 balles minimum. Oui, bah oui, c'est logique. On a la chance d'avoir un pool de une quinzaine de bénévoles assez fidèles, mais quand même, si on monte en charge, ça les fatigue pas mal. Il faut les préserver. 15 petites cantines existent actuellement en France. Une nouvelle ouverture est prévue prochainement à Lille. Très bien, très bien, très bien. Bon, c'était mignon mais un peu décevant. Paf, on repart dans le badant. Allez, c'est parti. Des décharges sauvages, des logements vides en proie aux intrusions et aux vols, comme le cuivre dans ses câbles. Voici le quotidien d'une partie des riverains de la Cité 5, lassés de voir les détritus s'amonceler. C'est où la Cité 5? Attendez. Parce que le nom me dit un truc. C'est pas en périphérie? Non, Cité 5, nord. C'est où ça, la Cité 5? C'est vu sur le Douaisis aujourd'hui? Ah, c'est possible ça. Villeneuve d'Ascq? Ah, attends. J'ai un article Voix du Nord. C'est vers Calonne, plutôt? Ok. Journal Louise, coucou. Tu as pas envoyé le truc sur le maire bourré, tu me l'as pas envoyé? Je crois. Attends, je vérifie. Hop, Louise, je crois que tu m'as pas envoyé le maire bourré. Ah si, my bad, j'ai les PDF, on les regardera plus tard. My bad. Auchel et Calonne-Ricoire. Ok. Et c'est où ça, Auchel? Je l'avoue sans honte, je sais pas où c'est. C'est où, Auchel? C'est dans le Pas-de-Calais, c'est pour ça que je vois pas très bien où c'est. Fais voir, c'est où? Arrondissement de Béthune. Ok, c'est vers Béthune. Je connais moins vers Béthune. Ah, c'est le me doxer. Il est pas dans le bon quartier, très bien. Ouais, ok, je vois. Vers Bruet, vers tout ça. Ok. C'est un peu plus loin, mais c'est pas grave, c'est intéressant quand même. Du coup, on regarde. Non. C'est là. Ouais, voilà. La maison était vide. C'est pas toute ma région, c'est pas dans mon département, c'est le département d'à côté. Le truc sur le maire bourré. Ah, mais je l'aurais teasé, t'inquiète, Louise. Une semaine après, on a trouvé ça. J'ai dit, on va plus laisser faire ça. C'est pas possible. Ça va, là, ça va encore. C'est encore du bois. Mais par en bas, c'est des sacs poubelles. Ça amène des rats, ça amène tout, quoi. Des rongeurs comme celui-ci. Je ne suis plus là dans cette rue-là avec les enfants. J'ai toujours peur qu'il y ait une bête qui sort. Moi, c'est pas mes enfants. En plus, je suis assistante maternelle. Ça rend Ah, quand c'est pas tes gosses, je comprends. le quartier moche, ça donne pas l'envie pour d'y habiter. Des matériaux évacués avant sans doute d'autres dépôts sauvages. Ces incivilités se multiplient depuis le printemps dernier. Mais putain, mais pourquoi les incivilités? Réfléchissez. Les incivilités, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'endroit où déposer, parce que la déchetterie c'est un enfer, les encombrants c'est un enfer, et que tout est chiant, il y aurait un truc simple, il y aurait moins de ça. En effet, de plus en plus de logements sont inoccupés. La cité va connaître une réhabilitation. Pour le moment, certaines façades sont protégées des intrusions par des grilles, avant d'autres mesures dans les semaines à venir. Oui, enfin les mecs qui viennent pour voler du cuivre, ils arrachent la grille, hein, t'inquiète. On a pris la décision de murer les logements. Alors on le fait de façon assez exceptionnelle. Pourquoi on mure pas systématiquement les logements? Parce que ça a un coût. Parce qu'il y a des gens qui habitent dedans des fois. Très significatif. Et il faut savoir que Maison et Cité, c'est la réhabilitation. Attendez, c'est qui elle? J'ai pas vu. Pas systématique. Directrice générale adjointe de Maison et Cité. Ah, nique ta mère. Les logements, parce que Mélanie Pauvros, elle s'est déguisée en pauvre, elle a même changé son nom pour faire genre elle était pauvre. Ça a un coût très significatif. Et il faut savoir que Maison et Cité, c'est la réhabilitation. Avec son truc Crary Hermès là. De 40 000 logements sur le bassin minier. Waouh, 40 000 logements et elle se plaint. 40 000 logements, mais expropriez-la, virez-la au champ comme les autres, elle va ramasser des patates. Cité, on va avoir près de 200 logements modernisés, 60... Ah oui, si vous demandez c'est quoi les corons, bah c'est ça. Ça c'est des corons, vous voyez. C'est ce genre d'habitation. De 200 logements modernisés, 79 détruits, début des travaux au printemps 2026. La durée de cette vacance
peut être un peu anxiogène pour nos locataires, mais... Ah, c'est encore maison de cité, mais arrêtez de demander aux bailleurs leur avis. Le but est qu'on leur fournisse avec son foulard sur le côté, j'ai envie de l'étrangler avec. Qu'il soit complètement rénové, avec confort thermique et un confort au niveau des équipements. Des travaux qui devraient durer jusqu'en 2028. Oh là 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 là, quel enfer. Quelle angoisse, vraiment, toujours interviewer les patrons et les logeurs. Oh, pitié, faites autre chose. Pitié, pitié. Oh. Bon, on va se lire un petit article. Pour changer un peu. Je remets la musique de fond. J'espère qu'elle n'est pas claim, normalement non. Petit article. Oh, celui-là, il est vraiment bien. Attendez, il y en a un qui est vraiment très drôle, là. Merci, Journal Louise, pour me l'avoir envoyé. De l'Observateur.fr. Dans le Valenciennois. Je vous le jure, c'est marrant. Vous êtes prêts? Attention. Querelle autour du monument aux morts de Marly. 2 rassemblements du 11 novembre. Comment ça, 2 rassemblements le 11 novembre? L'Observateur du Valenciennois. Non, c'est pas le Douaisis, là, c'est le Valenciennois. 12 novembre. Ça a 4 jours. Les opposants s'étaient rassemblés autour de l'ancien maire de Marly Nord, Jérôme Lemoine, à l'emplacement où trônait le monument aux morts. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'une cérémonie officielle inaugurait le déplacement du monument aux morts de Marly Nord vers le centre-ville, des opposants se sont réunis à son ancien emplacement. Ok. Le monument aux morts devait être déplacé, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Ok. À 4 mois des municipales, le 11 novembre, après une tournure politique à Marly dans le Nord, dans le parc Oscar Carpentier, le maire Jean-Noël Verfailly a présidé la cérémonie officielle inaugurant le déplacement du monument aux morts. Donc le maire déplace le truc, ok. Autour d'élus, d'enfants et des associations patriotiques, l'édile... L'édile? C'est quoi un édile? C'est un autre nom pour le maire? Un élu? C'est quoi édile? C'est quoi ça, édile? Non, oui, ah, laisse-moi tranquille. Magistrat municipal d'une grande ville. Ok, c'est un maire de grande ville. Ok. Il a dévoilé les nouvelles plaques rendant hommage aux Marylysiens morts pour la France sur ces édifices rénovés. Jusque-là, tout va bien. Déplacement du monument, rénovation, etc. Mais dans le même temps, une vingtaine d'autres habitants ont choisi de rester fidèles aux traditions en organisant une cérémonie sur la place du sergent Blary, désormais amputé du monument qui trônait depuis 1922. Des opposants rassemblés autour de l'ancien maire Jérôme Lemoine et candidat au municipal qui avaient dénoncé ce déplacement comme une décision irresponsable. Le sens symbolique du site s'est affirmé au fil du temps, estime l'ex-édile, attaché à la rue où 5 résistants ont été fusillés durant la Seconde Guerre mondiale et à la rue du 8 mai 1945. Le groupe a aussi déposé une gerbe au pied du monument dans le parc. Voilà. C'était les news de Marly dans le Nord. En gros, le maire, il a voulu déplacer un monument. L'ancien maire a fait « C'est quoi ces histoires? C'est hors de question !» Et du coup, il y a eu 2 rassemblements le 11 novembre pour protester contre ça. Les vrais problèmes. Mais oui, les vrais problèmes. C'est des vrais problèmes municipaux, ça. C'est des vrais problèmes municipaux. Des vrais problèmes municipaux. Rigolez pas, c'est important. Dans les municipales. Croyez-moi, je vais en parler des municipales. Putain. La positionner, ça va faire Astérix et le grand fossé. Exactement. Mais c'est une excuse pour se foutre sur la gueule sur des gens qui sont pas d'accord politiquement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, ça c'est plus long par contre. Je sais pas si je vais le faire ça. Non, celui-là il est un peu trop long. Le L'Observatoire de Wesley il est un peu trop long. C'est 5 pages, un sujet qui est même pas si drôle. Hop là. Donc qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah ça je vais le faire. Ah c'est un peu long. On s'en fout, on le fait. Attention. On est à... Attends, on est où là? Je vérifie. On est à la frontière belge. Attention, la frontière belge. Qu'est-ce qui se passe à la frontière belge? 2 hommes interpellés avec 4,7 kg de cannabis et de la cocaïne au péage de Tain-l'Évêque. C'est où ça, Tain-l'Évêque? Voyons voir. Tain-l'Évêque, c'est où? Là, je vous ai hooked. Fais voir. C'est à la frontière? Comment ça, la ville est fermée? Ah non, la mairie est fermée. La mairie est fermée, mais il est 13h.
Tain-l'Évêque, Tain-Saint-Martin. Ah, c'est... ok, c'est vers Cambrai. Vers Cambrai, ok, je vois. Je vois. Entre Cambrai et Valenciennes. Donc au péage du coup de... Oui, à la sortie de l'autoroute, quoi. Ils se sont fait choper là-bas. Ok. On parle de moi, je sais pas. 2 hommes ont été condamnés pour avoir transporté de la drogue entre la Belgique et la France. 2 hommes ont été arrêtés en voiture le 9 novembre à la barrière de péage de Tain-l'Évêque. De retour de Belgique, ils transportaient du cannabis et de la cocaïne. Ouh. C'est dans une ambiance lourde que les 2 prévenus arrivent devant le juge le 13 novembre au tribunal de Cambrai. Après plusieurs jours en détention, les 2 hommes se disent fatigués. Ah bah oui, tu m'étonnes, la détention, la prison, c'est un enfer. Le juge débute alors son énumération des accusations. Acquisition, détention, import de substances ou plantes stupéfiantes et transport de marchandises prohibées sans justification. Les faits remontent au week-end précédent le procès et plus précisément au dimanche 9 novembre. Oh putain, ils sont passés en comparution immédiate, 4 jours seulement. Ah ouais, 4 jours en 11. Ah, force à eux. De retour de Belgique, 2 hommes... Ah, c'est de la Belgique à la France, ok. 2 hommes sont contrôlés au niveau de la barrière de péage de Tain-l'Évêque. Une vérification du contenu du coffre est effectuée et les forces de l'ordre y retrouvent un carton avec 4,761 kg de cannabis. L'homme du côté passager avait également 750 mg de cocaïne. Oh, bah ça fait 75 grammes, c'est pas si énorme. De cocaïne dans son sac personnel. Le conducteur et son passager sont alors arrêtés, écoutés et amenés en détention. Mais devant les questions qui leur sont posées, les prévenus donnent 2 versions bien différentes de leur histoire. Ah, ça y est, c'est le récit. Il n'y a pas 1 gramme de C, il n'y a rien, oui je suis d'accord, la C c'est rien. 2 visions bien différentes de leur histoire. Aïe. C'est les problèmes, là c'est Squeezie, vous savez le jeu avec la garde à vue, bah là c'est ça en vrai. Le premier à venir à la barre est le passager Stéphane, non modifié. Il est accompagné d'un traducteur. Étant jamaïcain, il parle uniquement anglais et ne comprend pas bien le français. On s'en fout, pourquoi tu le précises, d'accord? En plus la musique est goofy. Débute alors une situation plutôt cocasse, où l'interprète peine à retranscrire les paroles prononcées par le juge et le prévenu. Une avocate de la défense en arrivant même à demander un report de la séance, afin de trouver un autre traducteur. Oh merde, son traducteur était nul. Oh c'est dur. Le parquet délibère, choisit de continuer ainsi. Mais il peut pas comprendre. Mais c'est un enfer, pourquoi ils font ça? Oh. Et le prévenu entame son récit. Il explique avoir été en Belgique pour découvrir le pays qu'il ne connaissait pas. Donc qu'il ne connaissait pas le chauffeur et qu'il n'est jamais sorti de la voiture. Et chacun rejette sur l'autre, ok. Il rajoute qu'une fois à Bruxelles, un homme avec un grand carton est venu dans la voiture et a conversé avec le conducteur. Ce dernier aurait ensuite déposé le carton dans le coffre de la voiture. Concernant la cocaïne retrouvée dans son sac, il explique qu'il lui a été offert et qu'il n'a jamais vidé l'intégralité de son contenu. Il est en mode, c'est pas moi, y a un mec qui l'a mis un carton, et la cocaïne, on me l'a filé, mais j'en ai pas sniffé, et voilà. Oui, bon. Après ces premières prises de parole complexifiées par la traduction parfois compliquée, c'est le conducteur qui a ensuite pris la parole. Sa version des faits est en tout point différente de celle de son copilote d'un jour. Écouté par l'ensemble du tribunal, dont une partie de sa famille qui a fait le déplacement depuis Paris, Lucas explique qu'il réalise souvent des VTC illégaux le week-end pour arrondir ses fins de mois. Il a dit de transporter des vêtements. Des vêtements? Ah oui, des vêtements des contrefaçons. Ok. Concernant les faits l'ayant amené à rétrobody de cette affaire, l'Ivoirien de 25 ans assure qu'il a été contacté par le frère de Stéphane. Ce dernier assure pourtant qu'il n'a pas de frère. Bon, c'est pas compliqué à vérifier ça, je sais pas. Cet homme lui aurait demandé de faire un aller-retour entre Paris et Bruxelles pour une somme de 300 €. Un prix alléchant auquel le conducteur n'a pu dire non. Son employeur lui explique alors que son frère, Stéphane, fera le trajet en sa compagnie. Lucas explique ensuite qu'une fois arrivé en Belgique, son passager a passé un appel et a reçu un carton de la part d'un homme inconnu pour lui. Le chauffeur assure qu'il n'a pas vérifié le contenu de ce carton et qu'il était sûr qu'il s'agissait de vêtements. Questionné par le parquet concernant sa naïveté à ce sujet, le prévenu dit avoir fait une erreur qu'il regrette aujourd'hui. J'ai retrouvé du speed dans mon camion que j'avais nettoyé pour le vendre. Quoi? Il y avait du speed dans ton camion et t'as même pas fait ton... Non, c'est pas bien. 300 € pour ça, c'est pitoyable. Ah bah la mafia, il paye pas bien les gens. Hein. Le coup fourré, après, on sait pas ce qui s'est vraiment passé. On n'en sait rien et c'est pas important, mais la strat, en fait, c'est que chacun rejette la faute sur l'autre pour qu'on ne puisse pas savoir qu'il y ait doute raisonnable et qu'ils prennent le moins cher possible. C'est ça la strat, j'ai vu ça plein de fois au tribunal. C'est le camion que je vendais, j'ai dû filer le speed à des potes. Ok. Après quelques minutes de concertation, le parquet de Cambrai a reconnu les 2 prévenus coupables. Ah ouais, les 2. Paf, comme ça. Stéphane avait condamné à une peine de 12 mois de prison avec mandat de dépôt. Waouh, pauvre Stéphane.
12 mois de prison avec mandat de dépôt, donc ça veut dire qu'il va en prison maintenant. Donc ils vont payer une amende de 38 000 €. Mais putain, mais il peut pas, c'est un Jamaïcain. Étant étranger, je vis en attache particulière en France, il y a également une interdiction d'être sur le territoire français pendant 3 ans. Lucas, de son côté, condamné aux mêmes peines, hormis concernant le territoire français. Ça fait enceinte de 7 mois, le tribunal a jugé qu'il a une étage dans l'Hexagone. Aïe, 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 aïe. Quel enfer! Quel enfer, quel enfer! C'est une angoisse. Truc de drogue à chaque fois. Une carte solidaire de paiement pour les sans-abri distribuée dans une dizaine de villes en France. Ah, fais voir ça. Fais voir, fais voir. Y'a pas une vidéo, plutôt? Si, il y a une vidéo. Vas-y, je vais regarder Hibou. C'est quoi cette histoire? Une carte solidaire? Attendez, je coupe la musique. Ils vont à la rencontre des sans-abri pour leur apporter un peu de sourire. Je peux vous mettre ça où? Alors, on a du gel douche, une brosse à dents, dentifrice. Je le connais aussi. Je vais pas dire son nom, mais je le connais aussi. Plus de 600 bénévoles ont participé aux maraudes des soldats du sourire depuis 2020. Et parmi eux, Tim De Guette. À 21 ans, il a voulu lui aussi apporter une solution. Les soldats du sourire? Attends, c'est lesquels ceux-là? Je crois que ça pue, soldats du sourire. De mémoire. Soldats du sourire. Qui êtes-vous? Je suis pas un robot, non. Oui, je viens de le faire, ça. Soldats du sourire, voilà, fais voir. Oh là 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 là. Partenaire, fais voir, avec qui il bosse. La CMAO, ça c'est logique. Ah, je le connais aussi, lui. Lui, je le connais pas, et elle non plus. CMAO, Creatis, Cofidi. Ah oui, je vois. Samba Sakai, ils ont repris ça? C'était fini, mais Samba Sakai. Mairie de Lille. Ouais, oui, non. Soldats du sourire, c'est des gentillets. Ils sont mignons. De vilaine vibe. Délire en mode armée du salut. Un peu armée du salut, mais... Ils sont gentillets et ils dérangent pas grand chose, quoi. Du coup, oui, très bien, force à eux. Au sans domicile fixe, une carte de paiement pour recevoir des dons dématérialisés. Ouais, voilà. Typiquement, c'est leur truc, ça, de vouloir faire des trucs de tech pour... Entourage a voulu faire ça aussi, c'était cringe. Et donc, il suffit de poser son téléphone sur la carte. Ouais. Ça ouvre un site de dons. D'accord. Et donc là, je peux modifier le montant. Ouais. Typiquement, je peux mettre 5 €. Ouais. Valider. Et je peux t'envoyer le montant via Apple Pay. Ah, c'est pour que les gens puissent faire des dons en Apple Pay aux gens. Oh là là là. Ils ont... Plutôt que sortir les gens de la merde, ils ont investi pour les équiper de cartes pour qu'ils puissent recevoir des paiements en Apple Pay pour continuer à faire la manche. Oh. En fait, c'est ça, Louise, c'est que oui, je les respecte. Ils font des trucs, mais leur vision et leur priorité, vraiment, c'est pas ça. Hein. Pour te faire un don. C'est une bonne idée parce que... Commission dessus, non, c'est pas le genre, Forêt, c'est vraiment pas le genre. Ils vont prendre 0 commission dessus, c'est vraiment pas le genre. Franchement, ça pourrait nous sauver la vie. Parce que quand on a besoin d'alimentaire et qu'on n'a rien fait de la manche, ça peut nous permettre de manger ou d'aller aussi dormir au chaud de temps en temps. Et puis aussi tout ce qui est vêtements ou laverie, quand on a besoin de laver nos linges, or qu'il n'y a pas tout le temps les associations ouvertes pour ça, bah, ça peut nous permettre de faire ça. Pour son projet, Tim a dialogué avec une trentaine de sans-abri pour comprendre la difficulté de vivre dans la rue. Les dons qu'on fait sont... Ah, ce mec-là, Tu veux savoir la difficulté de vivre dans la... Putain, ok. Je vais m'énerver. Moi, l'asso dans laquelle j'étais, justement, on voulait pas devenir comme ça. Parce que vraiment, les mecs, les étudiants en commerce qui vont dialoguer pour brainstormer des projets solidaires de machin mes couilles, c'était un enfer. Nous, ce qu'on avait fait, 90% des gens qui travaillaient avec nous étaient sans-abri. L'association pensait par les sans-abri, pour les sans-abri. Il y avait 3 personnes qui n'étaient pas sans-abri dedans. Tout le reste, c'était des gens de la rue. Alors, pas forcément toujours sans-abri. Ça peut être du mal logement, ça peut être des gens qui ont connu la rue. Mais on voulait faire super gaffe à ça. Alors, il y avait d'autres problèmes dans l'assaut. Ça s'est mal passé avec eux, j'ai claqué la porte. Mais ça, c'était super cool. Et nos trucs, c'était très... je vais pas dire le nom de... Enfin, si je peux dire, c'était la cloche. C'est la cloche à Lille. Il y avait des trucs qui étaient très compliqués. Il y avait des trucs qui étaient vraiment merdiques. Mais... ça, c'était bien.
Du coup, autant dire que sur les priorisations, sur savoir ce qui était important ou pas, on était au fer de lance, hein, on était les meilleurs. Uniquement pour des biens de première nécessité comme l'hébergement, l'alimentation. Ah là, uniquement pour les biens de première nécessité. Nous, on n'était pas du tout là-dedans et moi, ça me révulse. Ça veut dire que l'association va pouvoir décider de ce que les gars de la rue font de leur argent ou pas. Ils contrôlent ce qu'ils font avec leur thune. Oui, je l'ai vu, Hibou, au-dessus. Un choix assumé pour assurer les citoyens dans 70% craignent que leurs dons soient mal utilisés. Un don, c'est... Putain, quand vous donnez des... Ah, imaginez, vous me filez, genre, je sais pas moi, un t-shirt à un pote, en mode, tiens, je te le donne, et après vous allez voir en mode, je te le donne, mais en fait, tu le portes mal, faudrait le porter plus comme ça. Il va dire, nique ta mère, tu me l'as donné, laisse-moi tranquille. Exactement. Ils ne se posent pas les bonnes questions, les soldats du sourire, c'est qu'ils sont là, ils ont beaucoup d'énergie, ils se posent pas les bonnes questions. Ils sont hyper paternalistes. Ah ben ça, c'est évident. Mais c'est la mairie. C'est pour ça qu'ils sont potes avec la mairie. Nous, on n'était pas là-dedans, on travaillait, on réfléchissait activement à ne pas être là-dedans. Bah... Et vous savez ce que ça va devenir, ça? Parce que des trucs comme ça a déjà existé. Les chèques indigents, ça s'appelait. Ça a déjà existé. Pourquoi ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu super cringe? Moi, j'étais dans les lores de ces trucs-là. Moi, j'étais pas pour, mais je disais, vas-y, c'est mieux que rien, vas-y. C'est des sortes de chèques distribués. C'est des chèques de 5 ou 10 euros. Utilisables que pour des trucs de première nécessité. Dans certains magasins. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que, ensuite, les gens qui faisaient ça se sont rapprochés des muliers. J'ai fait une vidéo sur les muliers, allez la voir. Notamment de Decathlon. Pour que, en gros, il y ait des trucs où, en fait, si les gens qui payent avec ça, s'ils vont chez des magasins muliers spécifiquement, ils ont des réductions. Et en plus, l'asso qui fait les chèques a du cashback et reçoit des thunes. Et du coup, c'est devenu un truc où, en fait, les SDF sont devenus un marché. Les SDF sont devenus un marché. Il y avait des entreprises qui... Et du coup, ils ont commencé à vendre des entreprises en mode, ouais, si vous partez de trucs, vous avez des SDF qui vont venir chez vous, qui vont consommer avec de l'argent qui, du coup, aura de la valeur de ceci, de cela. Les gens me les vendaient, ces tickets indigents, des fois, je les achetais pour que les gars aient de la thune. Bah oui, et c'est bien, mais c'est une raison pour laquelle ça s'est arrêté. C'est que moi, j'ai vraiment vu... J'étais là dans les réunions avec un des fils muliers qui était de la fondation Decathlon. J'ai bossé avec la fondation Decathlon, j'ai essayé de leur tirer des thunes. J'ai bossé avec la fondation Decathlon et avec les gens qui faisaient ces trucs-là. Et qu'il y a vraiment des accords à base de... fondation Decathlon baisse un peu les prix de certains articles pour en mode public préférentiel. Et en même temps, avait du cashback qui filait à l'assaut directement. Les gars, ils touchaient rien au cashback, hein, jamais de la vie, bien sûr. Et ça devenait une affaire de transaction marchande avec la fondation Decathlon et c'était un enfer. Un enfer. Et du coup, ça fait que les gars, en fait... Jusqu'à là, vous allez me dire, bah, c'est pas grave, en soi, on s'en fout. Oui, c'est pas très bien, mais au moins, ils peuvent acheter des trucs, c'est moins cher, etc. Sauf qu'en fait, ce que ça faisait quoi? C'est Decathlon, ils ont fait quoi? Ils ont négocié un contrat d'exclusivité pour ça. Ça fait qu'en fait, c'était les muliers qui contrôlaient ce que les gens à la rue avaient le droit d'acheter ou pas. C'était les muliers qui avaient le contrôle absolu de la consommation des gars de la rue. Et c'est à ça que servent les fondations de riches. Elles servent à flécher et à contrôler comment les pauvres dépensent leur argent. Et là, le truc de souiller la carte solidaire, c'est peut-être pas le cas maintenant. Mais ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir. Mulier fumier, exactement. J'ai fait une vidéo sur les muliers, chaîne secondaire, pour d'exclamation réseau, pour d'exclamation YouTube. Allez voir la vidéo, elle est bien. On parle de plein de trucs. Ça me fait plaisir et je suis persuadé qu'on peut avoir un peu d'impact grâce à cette carte-là pour aider ces personnes et les donateurs à avoir confiance lors de leurs dons. Et pour YT, je l'ai pas mis. Sans-abri, la manche devient de plus en plus compliquée. 2 Français sur 3 n'ont plus de pièces dans leur poche et 70% se questionnent sur l'utilisation de leurs dons. Mais putain, mais si la manche c'est compliqué, pourquoi les gens ont plus de pièces dans leur pioche? C'était pas parce que, oh, il y a trop de cartes bancaires, etc. Non! C'est parce que les gens sont de plus en plus pauvres. Les gens pauvres le sont de plus en plus, notamment parce que, on le sait, les gens qui donnent, il y a plein d'études là-dessus, quand je faisais le social, justement, j'ai taffé là-dessus, les gens qui donnent, c'est les gens qui sont pauvres, mais un peu moins pauvres qu'eux. Les gens qui sont vraiment juste au-dessus, ceux qui donnent. Parce que, en fait, alors,
Parlons des dons aux gens de la rue. Il y a deux... Ah oui, j'ai oublié de remettre la scène, c'est pas grave, je la remettrai après. Il y a deux catégories de gens qui donnent. Il y a les gens qui sont pauvres, mais qui sont pas à la rue, qui donnent 2 ou 3 euros toutes les... 1 à 2 fois par semaine. Parfois plus, parfois moins. Il y a ce public-là qui donne beaucoup. Et il y a aussi les bourges qui donnent 50 euros une fois par an. Sauf que les bourges, du coup, ils donnent 50 euros d'un coup, une fois par an, donc ils donnent beaucoup moins. Et ils sont beaucoup moins nombreux à le faire. Et ils en parlent énormément. Et la grande majorité des dons aux gars de la rue viennent de gens qui sont pauvres. Qui sont pas à la rue, mais qui sont en dessous de la classe moyenne. Les politiques macronistes ont appauvri les pauvres. Ont rendu les pauvres encore plus pauvres. Du coup, ils ne peuvent plus donner. C'est plus possible. Donc, les gars de la rue, en fait, ça les... Parce que il y a un ruissellement, si vous voulez, mais à chaque fois de très très peu, pac, et très lent et très partiel. Du coup, tu précarises une partie, tous les gens en dessous, ils vont douiller. Et quand vous tapez sur quelqu'un, c'est toujours les gens plus précaires en dessous qui douillent. Ça, c'est une règle de base. Tu peux pas finir la rue, tu te reflètes en eux. Alors, il y a ça, mais il y a aussi tout simplement qu'en fait, quand t'es à l'euro près, en fait, t'as plus de rab, tout simplement. Tout simplement, t'as plus. Les amis comme moi qui vivent 20 balles à un gars hier parce que la CGT m'a fait un don pour mon taf, donc je me sens riche, mais maintenant j'ai plus d'argent. Ah oui, non, c'est... Mais, toi, Louise, tu comptes dans ce public-là? Tu comptes dans ce public-là, tu comptes dans les gens qui sont pas à la rue, mais qui sont pauvres et qui sont un peu au-dessus. Puis la rue, toi, tu l'as connue, donc... en fait, tu comptes dans ce public-là, Louise. C'est exactement ce que je disais. Je cherche dans mes poches parce que je me dis peut-être un centime, mais je me sens mal parce que du coup je me dis que je peux pas leur donner ou quoi que ce soit. J'ai souvent genre des grosses sommes, enfin des billets je veux dire, et du coup c'est vrai que j'ai jamais de pièces pour donner quand on me demande, parce que je suis étudiante et du coup donner genre 20 euros, pour moi ça me fait un peu un trou dans mon compte en banque. Bah oui, mais c'est eux qui donnent, c'est les étudiants aussi. Léa Julliard fait partie de l'équipe Soli. Elle a connu la rue pendant 2 ans. Pour elle, cette initiative ne doit pas faire disparaître la relation entre le donateur et le sans-abri. Ah bah voilà un truc intéressant, parce qu'un don, c'est pas juste un don. Quand vous donnez des thunes à quelqu'un, c'est pas juste comme ça. C'est... comment dire ? Quand t'es à la rue et que les gens te donnent, en général ils te donnent et ils parlent un peu aussi. Et on a fait des études, nous, justement, à l'asso où j'étais. Et on montrait que à Lille, c'était le plus dur. C'était pas trouver à bouffer, ça va. Trouver à bouffer à Lille quand t'es à la rue, c'est faisable. Quand tu connais un peu, tu sais te démerder, trouver à bouffer, c'est easy. Les plus durs en termes de besoins, c'était hygiène, les douches, laverie, ça c'était très compliqué, logement évidemment, mais ça, logement c'est en catégorie, et solitude. Solitude, précarité émotionnelle, insécurité, instabilité, tout ça. Et ça, du coup, le lien avec les autres gens, avec les gens qui sont pas à la rue, c'est extrêmement important. C'est très très important. Mais tu veux pas donner, discuter. C'est hyper important. Et alors, discutez pas avec les gens en pif. Moi, je vous dirais, repérez genre les gens qui sont autour de vous, autour de chez vous, et discutez avec eux régulièrement. Ça fait qu'un truc tout con, mais que... moi, il y avait une meuf qui faisait la manche en face de là où j'habitais à l'époque. J'habitais rue des Postes, au niveau du rond-point du Serpent. C'est des gens qui sont dans le coin. Et il y avait une meuf qui faisait la manche devant le petit casino en face. Et en fait, il y a un moment, elle a disparu. Et je l'ai plus vue pendant 1 semaine. Bah, je me suis inquiété. Et du coup, je suis allé voir les autres gars un peu plus loin. J'ai essayé d'avoir des nouvelles, etc. J'en ai eu. J'ai su qu'elle était repartie chez ses parents en Normandie, etc. Et apparemment, les gens ont été au courant. Enfin, les gens lui ont dit que j'avais eu de ces nouvelles et ça lui a fait grave du bien de voir que les gens qui pensaient à elle. C'est important. C'est hyper important. Sentir oublié quand on est dans la rue, c'est un truc qui est affreux. Tout le monde passe son temps à éviter ton regard. Directement poser la carte sur le téléphone, on va pas casser le lien entre la personne qui va donner et la personne en train de faire la manche. Bah oui. Et le projet ne s'arrête pas là. Sur chaque don, une commission est prélevée et financera à l'avenir des colocations solidaires mélangeant sans-abri et jeunes actifs. Ça, c'est pas mal, ça.
Le mélange, c'est pas mal, mais ça dépend comment c'est fait. Je sais pas. J'ai pas confiance en eux pour le faire. J'ai pas confiance du tout. On va se faire un peu... Vous savez ce qu'on va se faire? On va se faire un peu de radio pour changer. Ah bah super, il n'y a pas d'audio sur celui-là. On va écouter un truc un peu intéressant, vous savez quoi? 7 minutes. Changer un peu de sujet. Écharpe radio, exactement. Trop bizarre l'idée de la commission. Quoi, la commission? J'ai pas écouté. Redis-moi, j'ai pas compris la commission. Ils ont parlé d'une commission? Qui a une commission? Ça, j'ai appris que la police virait les SDF autour de chez moi. Du coup, je leur ai donné un badge pour se planquer dans mon immeuble si les flics arrivent. Ah, bien ça. Ça, c'était bien ça. Ça, c'est un acte de résistance de la cambriole. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Quoi, la commission? Je l'ai pas suivi. Redites-moi la commission. On va écouter un truc radio. Ensuite, on coupera la capsule pour aujourd'hui. Mais j'en ferai une deuxième après, vous inquiétez pas. Une commission sur les dons pour financer les colocations. Oh. Ils prennent une commission sur les dons. J'ai pas entendu ça. J'avais dit non, c'est pas le genre, et en fait, si. Ça veut dire qu'ils se financent en prenant l'argent des gars de la rue. Oh, c'est un enfer. C'est un enfer. Ils volent littéralement l'argent de la Manche. Oh, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Putain, ça j'avais pas vu venir. Il y avait des SDF en tente pas loin de mon taf. Un jour, il y avait juste un caillou à la place de leur tente, c'était horrible. Je l'ai revu plus tard, ils ont décalé ailleurs, mais c'était horrible. Ouais, je capte, Forest. Mais Forest, mes excuses, du coup, t'avais raison plutôt. Ils prennent vraiment des commissions. Putain. Prenez les thunes de la mairie, plutôt. Ils en ont plein des thunes. Ils les balancent dans l'île 3000 pour faire n'importe quoi. Ah, si, c'est bon, ça m'a saoulé. Autre sujet, un peu badant, mais peut-être un peu intéressant. Un peu dans l'air du temps aussi. À Lille, le CAP reçoit des auteurs de violences conjugales. Quand ils arrivent, ils sont plutôt dans le déni. La prise en charge des mecs qui tapent leur meuf. Faut bien les prendre en charge, ces gens-là. Comment on les prend en charge? On va écouter ça. Ici Nord. Dès votre réveil, Ici Matin. Et bienvenue, il est 8h moins le quart, c'est Ici Nord et c'est l'invité d'Ici Matin. Ce mardi, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, focus sur une structure créée en 2021, un centre, Thomas, où sont reçus les conjoints auteurs de violences. Oui, un centre d'accompagnement et de prévention, le CAP, qui est géré par le service de contrôle judiciaire et d'enquête de Lille. Bonjour Carolina Lirol. Bonjour. Vous êtes la directrice de ce service qui est habilité par la justice, car c'est la justice finalement qui vous envoie ces conjoints violents. Ce sont des gens placés sous contrôle judiciaire, donc qui ont déjà commis des violences. C'est ce type de personnes que vous recevez? Tout à fait. CAP qui a été créé en 2021, on le disait. Combien de personnes vous avez reçues depuis sa création? Depuis sa création, nous avons reçu 1500 auteurs. 1500 personnes, c'est pas mal déjà, hein, c'est pas mal. Mais pour faire quoi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. On a franchi le cap il n'y a pas très longtemps. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec ces auteurs de violence? Quand on pense violence conjugale, d'instinct, on se dit c'est la victime qu'il faut prendre en charge. Vous vous occupez de l'auteur. Pourquoi? Il faut prendre en charge les deux. Il est con, le journaliste. Évidemment, il faut prendre en charge les deux. Pourquoi avoir inversé cette démarche? Parce que s'occuper de l'auteur, travailler sur sa responsabilisation, l'aider à gérer ses émotions, sa frustration, déconstruire les idées reçues qu'il peut avoir sur la représentation de la femme, par exemple, est très important pour lutter contre les violences conjugales. Si un auteur ne travaille pas sur tout ça, l'histoire se répète. Il rentre, quand la procédure judiciaire est terminée et qu'il rentre chez lui. C'est-à-dire que au sein de ce CAP où il y a des Mais du coup, en fait, moi, ce qui me saoule, c'est que ça a l'air cool, mais ça passe encore par le judiciaire. Du coup, il faut qu'il y ait judiciaire, donc il faut qu'il y ait une condamnation. C'est un enfer. Psychologues, des juristes, des assistantes sociales, vous utilisez ce temps du contrôle judiciaire pour que l'auteur de violence réfléchisse à ce qu'il a fait. Tout à fait. Alors, mais pas que, parce que on vient aussi donc s'assurer, comme on est dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, on vient s'assurer qu'il respecte bien toutes les obligations et les interdictions que le magistrat lui a demandées.
Ouais. Donc on a d'abord une mission de, on pose le cadre et à travers le suivi, nous allons l'aider aussi à sortir de ces différentes problématiques parce qu'il peut avoir une problématique addictologique, une problématique sociale. Ah, c'est bien ça, les questions sociales, c'est bien. Une problématique professionnelle, donc on va l'aider également à sortir de ces différentes difficultés. Et en parallèle de ça, on mène des entretiens individuels et collectifs dans lesquels des psychologues formés aux violences conjugales vont les aider à avoir une forme d'introspection, en tout cas, sur leur mode de fonctionnement, notamment dans le couple. 7h48 ici, nous sommes en direct avec Caroline Alirol, directrice d'une structure qui prend en charge les auteurs de violences conjugales. Caroline Alirol, les auteurs de violences qui arrivent donc au CAP, où en sont-ils dans leur réflexion lors de ces fameux entretiens, dans leur réflexion sur ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils se l'expliquent, est-ce qu'ils se trouvent des excuses ou est-ce qu'ils en sont quand ils arrivent chez vous? Quand ils arrivent chez nous, en général, ils sont plutôt dans le déni. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été placés, enfin certains si, certains. Ok, ils ne comprennent pas, donc ils ont... Ok, ça c'est intéressant ça. Maintenant, on est dans le cadre le contrôle judiciaire, on garantit la présomption d'innocence, ils ne sont pas encore jugés. Ah, ils ne sont pas encore jugés ? Il n'empêche que ça ne nous empêche pas, en tout cas, de travailler avec eux sur... Le chat, je comprends pas, du coup, ils sont sous contrôle judiciaire, mais sans être jugés ? Comment on décide d'un contrôle judiciaire, du coup ? Sur signalement seulement ? Les différentes formes de violence conjugale, leur mode de fonctionnement dans le couple, et c'est aussi pour ça qu'on vient travailler dans les ateliers à libérer la parole dans un cadre sécurisant pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'on puisse les reprendre aussi sur les préjugés parfois qu'ils peuvent avoir. Et vous, votre objectif, c'est donc de retourner ces préjugés, d'atténuer cette notion de déni. Comment réagissent finalement, encore une fois, les auteurs qui sont... Quand il semble y avoir un risque dans l'attente du jugement, probablement. Ok, en attente du jugement. Ok. Présumés auteurs de violences, est-ce qu'ils comprennent ? Une fois qu'ils sortent de ces entretiens, qu'est-ce qu'ils en ressortent ? Je ne sais pas si vous savez le mesurer. Alors, ils comprennent puisque on a fait une étude sociologique et dans 75% des cas, ils souhaitent absolument poursuivre les ateliers et dans 75% 60% des cas également, ils souhaitent poursuivre l'entretien individuel avec un psychologue. Mais... Ouais. C'est pas des giga chiffres, mais c'est quand même encourageant. Plus d'1 sur 2, c'est pas mal. En dehors de toute période contrainte. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté. Voilà, on sent que... Ah, en dehors de toute période contrainte, ça veut dire plus de la moitié décident de rester même s'ils sont plus obligés. Ah, c'est pas mal en vrai. On sème des petites graines et qu'ils finissent par prendre conscience. Alors ça marche pas pour tout le monde. Et quand ça ne marche pas pour tout le monde, on dresse un rapport aussi au magistrat qui sera amené à le juger à l'audience. Mais ça c'est intéressant parce que moi j'ai envie de dire ouais mais si en fait si ça marche pas vous dressez un rapport, les mecs ils vont faire semblant que ça marche juste pour pas avoir les keufs, mais en fait même après que ça se soit fini et et que c'est bon, il y en a 60% qui sont volontaires pour continuer, même en dehors du truc. Ok, ça c'est un peu cool, par contre, ça c'est encourageant. Le judiciaire dure 6 mois, et à l'issue des 6 mois, dans le cadre du rapport que l'on transmet, on donne des éléments objectifs au magistrat pour qu'il puisse se prononcer sur une réponse pénale qui sera adaptée. Au sein de cette structure, au sein de ce centre, vous avez aussi des logements pour héberger ces conjoints violents, pour que l'interdiction finalement d'approcher la victime soit respectée. Là aussi, il y a une inversion de logique. À une époque, c'était la victime qui devait quitter son logement. Là, c'est l'inverse. Oui, ça c'est bien parce que c'est une grosse critique qu'on faisait au centre d'accueil pour femmes victimes de violences, notamment ceux de Solfa. Solfa, Solidarité Femmes Agressées, qui est une association qui est beaucoup dans le Nord. En fait, le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, mais en fait, c'est pas aux meufs de partir de chez elles. C'est pas à elle d'aller habiter dans un foyer dans des conditions de vie compliquées, etc. C'est au mec de se casser et qui doit être éloigné de force. On permet à la victime de rester chez elle et à l'auteur présumé d'aller ailleurs pour pouvoir respecter, encore une fois, le contrôle judiciaire. C'est ça a été inversé depuis le Grenelle. Clairement, avant, c'était la victime qui prenait ses valises et qui quittait le... C'est bien, il a savait quelque chose, ce Grenelle. Aujourd'hui, on a inversé la tendance, effectivement, et quand un auteur est évincé du domicile, on peut lui proposer un hébergement au CAP. Ça lui permet aussi d'avoir un accompagnement renforcé. En général, les personnes qu'on a en hébergement au CAP, ce sont des personnes qui sont complètement démunies et qui n'ont pas beaucoup de liens sociaux. Ouais. Et donc, on va les aider
à trouver un toit, à se réinsérer, pour qu'ensuite ils puissent être un peu plus libres et faire tout ce travail d'introspection qu'on mène au CAP. Vous avez 25 logements au sein de ce centre. Caroline Alirol, le travail que vous menez, est-ce que cela veut dire finalement que le processus classique, plainte, contrôle judiciaire, procès, n'est pas suffisant pour traiter le sujet des violences conjugales? Si vous pouvez intervenir pour mener tout ce travail de réflexion, est-ce que ça veut dire que c'était un travail qui n'était pas mené avant et qu'il a fallu faire parce que ça n'existait pas, ou alors est-ce que finalement c'était mené de manière plus disparate et que vous avez centralisé tout ça? Alors, c'est délicat de répondre à cette question, puisque le contrôle judiciaire est une des réponses pénales que l'on peut apporter en fonction... Oui, mais ça reste un truc pénal. En fait, le truc, c'est que... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dépénaliser les violences conjugales. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut sortir du modèle répressif judiciaire pénal pour avoir un autre modèle qui est basé sur autre chose, notamment énormément sur l'action en amont de l'acte, parce que les violences, elles sortent pas de nulle part. Il y a des trucs qui arrivent avant, et il faut agir avant qu'on en arrive là. Et tout le système, en fait, est un système sur modèle punitif qui intervient toujours après. Tant que la personne n'a rien fait de mal, on ne fait absolument rien. Même si elle se prépare, elle n'a encore rien fait, on attend qu'elle le fasse pour agir. Et ça, c'est un truc qu'il faut inverser. La gravité des faits. On a plein d'autres mesures à côté qui peuvent être prononcées avant même le contrôle judiciaire, et des mesures qui fonctionnent très bien, comme les stages de responsabilisation, comme... Les stages de responsabilisation, tu vas pouvoir développer. Les mesures d'alternative aux poursuites, où on est sur des faits de faible gravité. Donc, les mesures d'alternative aux poursuites, je sais pas ce que c'est non plus. Je dirais que la réponse pénale, et notamment le contrôle judiciaire, intervient dans la procédure par rapport à la gravité, par rapport à plein d'éléments que le magistrat prend en considération pour choisir cette réponse pénale. Encore une fois, c'est un magistrat qui décide de ce contrôle judiciaire en amont d'un procès. Caroline Alirol, directrice du service de contrôle judiciaire et d'enquête de Lille, qui gère donc ce fameux CAP, ce centre à Lille. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir présenté vos actions ce matin. Bonne journée. Merci. Et sinon, il est 7h. Ok, c'était un peu intéressant. C'était un peu cool. J'ai coupé la capsule là. Merci YouTube d'avoir tout écouté. J'ai voulu te mettre ça à la fin, YouTube, parce que ça fait quand même un peu cogiter, mine de rien. Gros bisous à toi et abonne-toi.